Bonjour à tous, Étienne Crête ici pour la troisième entrevue avec Michel Villa. En fait, pour cette entrevue, on parle de savoir-être. C'est la troisième clé des trois aspects pour réussir en trading, le savoir-être. Et puis Michel va nous en parler. Alors Michel, qu'est-ce que c'est le savoir-être? Ben, juste avant, Étienne, je vais juste faire un petit rappel pour le savoir et le savoir-faire pour faire une mise en contexte. Alors, le savoir, c'est quoi? Ben, c'est la connaissance, c'est la théorie, l'apprentissage des stratégies, le développement de ton approche, de ta méthodologie. Puis le savoir-faire, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça traduit ton idée d'investissement en transaction. Sur quel marché que je transige? Canadien, américain, à quel prix j'achète mon action, à quel niveau je prends mes profits ou je ferme ma position, à quel prix je place mon ordre stop. L'accent est mis sur l'exécution et la gestion de risque. Alors, le savoir, c'est la connaissance. Le savoir-faire, c'est l'exécution et la gestion de risque. Alors, le savoir-être, lui, il intervient comme troisième composant qui est nécessaire. Mais les trois sont interreliés et ça le prend absolument le trifecta pour connaître du succès dans le monde du trading. Alors, le savoir, le savoir-faire, ça fait appel au côté gauche du cerveau, c'est-à-dire l'aspect analytique et rationnel. Comme je le mentionne à multiples reprises sur mon site web et à travers les articles sur mon blog, le savoir et le savoir-faire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend le savoir-être. Et le savoir-être, c'est quoi? Bien, c'est l'autre portion de l'hémisphère du cerveau, c'est le côté droit, le côté émotionnel. Par exemple, lorsque tu places une transaction, comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu as besoin de plus de confirmation ou que tu exécutes avec confiance et assurance? Que tu assumes que tu n'as aucun contrôle sur le résultat, mais seulement sur le processus. Donc, aujourd'hui, Étienne, il va être question de savoir-être et particulièrement de quelques conseils pour améliorer notre processus lors de l'exécution de nos transactions. Alors, le premier conseil est le suivant. Accepter pleinement le fait que le marché est incertain, aléatoire et ambigu. Alors, le marché, il est incertain, aléatoire et ambigu. Et pour exprimer cette idée-là, je vais prendre les attentats de Paris qui ont lieu le vendredi 13 novembre dernier. Alors, évidemment, c'est un événement qui est complètement aléatoire. Personne n'a pu prévoir ce genre d'événement-là qui va impacter les marchés financiers le lundi pour le S&P 500 aux États-Unis. Le S&P 500, c'est quoi? C'est l'indice de référence pour les actions américaines de grande capitalisation. C'est l'indice référence numéro 1 d'un point de vue mondial. Alors évidemment, tu as les attentats qui se passent le 13 novembre, le vendredi, et là, tu te dis, wow, je ne pouvais pas prévoir cet événement-là. Comment que mon portefeuille ou mes investissements vont réagir lundi? Alors, tu as l'événement aléatoire et dans un deuxième temps, tu es incertain à savoir comment les gens vont se comporter lundi. Est-ce qu'on va arriver et qu'on va être en baisse de 2 de 3 voire même 5 Parce que les gens, durant le week-end, ils disaient quoi? Ben, c'est pas bon pour le tourisme, pour les restaurants, les hôtels, les compagnies aériennes. Alors, les compagnies européennes pourraient être sous pression, puis on pourrait avoir un effet de contagion ici en Amérique du Nord. Alors, tu as un événement aléatoire, tu es complètement incertain par rapport à ce qui va se passer lundi, quoique les gens ont un biais qui est négatif, et là, tu arrives sur le marché américain le lundi, le 16 novembre, et tu finis à la hausse. Alors, ça, c'est de l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est que tu t'attends à ce que le marché monte sur une bonne nouvelle, mais des fois, le marché recule. Puis inversement, tu dis, ben, il y a une mauvaise nouvelle, le marché devrait reculer, mais il monte. Alors ça, c'est de l'ambiguïté. Alors, quand tu prends pour acquis que le marché peut être incertain, aléatoire et ambigu, ben, tu ne peux pas affirmer à 100% que ta prochaine transaction, que ton système de trading va fonctionner à 100%. C'est sûr que tu vas avoir des transactions perdantes parce que tu ne peux pas toujours avoir raison et surtout, tu ne peux pas contrôler le marché. Alors, quand tu acceptes cette réalité-là, tu sais que pour connaître du succès à la bourse, ce n'est pas sur la prochaine transaction, mais sur une multitude de transactions. Okay? On parle de penser en probabilité. Je pense avoir un edge, c'est-à-dire une forte probabilité de succès, pas à travers 2, 3, 10 transactions, mais bien sur 30,
50, 200, des milliers de transactions et c'est là qu'on va ressortir là, ton edge ou ta probabilité de faire de l'argent là, sur le long terme. Alors, l'accent, dans le fond, que je veux mettre sur le savoir-être, c'est vraiment sur le processus et non sur le résultat. Parce que si tu évalues seulement ta performance en te basant sur le résultat, tu vas avoir tendance à quoi? Ben, à prendre des profits rapidement. Puis en ce qui concerne les pertes, ben, ça va prendre du temps avant que tu fermes ces transactions-là perdantes. Pourquoi? Parce que tu vas avoir raison. Tu veux protéger ton ego, ta fierté. À tes chums que tu as dit que tu devrais acheter ce titre-là, ça va monter. Quand je parlais que c'est important que les trois soient interreliés, le savoir, savoir-faire, le savoir-être, c'est ça. Tu as beau tout avoir la connaissance, tu as beau avoir la meilleure gestion de risque possible, mais si tu n'acceptes pas que ça va arriver, que tu n'auras pas raison, mais c'est là que les erreurs se produisent. La cascade là, de pertes qui cumule jusqu'au blowout, c'est-à-dire perdre tout ton argent dans ton compte. Alors, comment ça se traduit le fait que si tu n'acceptes pas le fait que tu vas être dans le tort, tu n'acceptes pas que tu ne peux pas avoir contrôle, que c'est impossible d'être certain dans ce marché-là, ben, tu n'utiliseras pas de stop. Quand tu en places un, ben, tu le déplaces. Au pire, ben, tu ne l'exécutes pas. Puis dans le pire des mondes, ben, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes encore là, dans ta transaction perdante le fameux là, average it down là, qui est extrêmement dangereux. Tu te ramasses avec plus d'actions à un meilleur prix, mais chaque perte qui continue, ben, ça te fait de plus en plus mal. Quand tu es dans un mode profit, ben, tu as peur de le voir disparaître. Alors, tu décides de fermer ta transaction sans aucune raison valable. Tu fais des prédictions, tu fais des prévisions parce que toi, tu penses que connaître du succès à la bourse, c'est quoi? Ben, c'est de faire des bons calls. Puis quand ça ne fonctionne pas, ben, tu deviens frustré. Et là, tu décides de te venger. Tu fais des transactions qui sont impulsives, qui ne font pas partie de ton plan de match. Puis en plus, tu le fais avec plus d'actions que tu étais supposé de prendre, avec plus de risques. Ça, on appelle ça du revenge trading. Alors donc, la base du savoir-être, c'est de reconnaître que nos attentes doivent être conformes avec la nature du marché boursier pour connaître du succès à la bourse, là. Alors, quand tu reconnais l'importance de ce processus-là à travers le temps, ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des mécanismes en place pour justement gérer la partie émotionnelle, la partie savoir-être. Puis pour ça, moi, ce que je te suggère de faire, dans le fond, c'est que je découpe la journée de trading en 3 temps. Dans un premier temps, tu as l'ouverture de marché et la période qui précède, c'est-à-dire 6h à 9h30. Après ça, c'est la séance boursière de 9h30 à 4h. Et par la suite, la fermeture des marchés, c'est 4h et la soirée. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, ben, il faut bien se préparer. OK? Et ça commence par une bonne nuit de sommeil. Il y a une étude qui dit que, écoute, lorsqu'on sommes fatigués, on a tendance à prendre plus de risques. C'est une étude qui a été faite là, avec là, des gens, là, des gamblers ou des parieurs au casino ou des pilotes d'avion, que quand il y avait une nuit écourtée, ben, ils étaient moins rigoureux là, en termes là, de gestion de risque, avaient tendance à être un peu plus osés là, dans leur pratique. Puis évidemment, quand on pense à tous les films qu'on voit le loup de Wall Street, qu'on parle de Wall Street, on voit les gars faire le party avec des filles, l'alcool, la drogue, puis on a cette espèce de mythe-là que le trader, c'est comme ça. C'est le nightlife, c'est la richesse, c'est les bateaux, puis on a l'impression que ces gens-là travaillent jamais. Mais un trader doit être extrêmement discipliné pour justement gérer ses émotions et ça prend une bonne préparation et tu dois être en forme. Puis alors, le sommeil, c'est nécessaire, puis tu as besoin de ça pour vraiment faire des bonnes journées. Évidemment, on ne parlera pas jamais assez de l'alimentation. Ça te prend de l'énergie pour rester alerte et concentré. Et d'ailleurs, j'avais écrit un billet qui s'appelle « Un verre de jus, s'il vous plaît ». Une étude qui a été faite auprès de juges, là, 1100 juges, qui recevaient des demandes de libération conditionnelle. Et le facteur numéro 1 pour déterminer si la personne allait obtenir sa libération conditionnelle, c'était à quel moment de la journée qu'elle allait passer. Et quand quelqu'un passait pour faire sa demande en début de journée, il y avait 60% des chances qu'il obtienne sa libération conditionnelle, contrairement à 15% des chances juste avant la pause du matin et 10% des chances en milieu d'après-midi. Alors, la fatigue mentale
est très importante et peu importe le type de crime que tu avais fait, si le juge était fatigué ou il avait besoin de ce qu'on appelle le glucose, des aliments qui sont nécessaires là, pour donner l'énergie à ton cerveau, ben tu étais dans le trouble. Évidemment, l'exercice physique, c'est important, ça te permet d'être frais et dispo, ça te donne l'énergie, surtout pour être résilient face à l'adversité. Quand tu as une mauvaise journée, quand tu as des pertes consécutives, quand tu mets en place des transactions et ça ne fonctionne pas, ben, ça te permet d'être résilient, de travailler fort, de revoir tes transactions, de lire davantage tes stratégies en soirée, de faire du travail, comme on dit, dans les coins. Alors ça prend un bon exercice physique. Évidemment, les gens vont parler de méditation. Commencer par une bonne respiration pour calmer, dans le fond, ton esprit, pour être dans le moment présent. De voir le marché objectivement. Oui, tu peux avoir un biais. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Mais quand ça ne fonctionne pas, de reconnaître que le marché te parle, que le marché te dit ta thèse, ça ne fonctionne pas, pense peut-être à faire l'inverse, à être flexible. Et quand tu es calme et relax, premièrement, tu reçois davantage là, des signaux de marché et deuxièmement, tu acceptes ces signaux-là avec quiétude et tu es capable de prendre un autre appel. Alors, évidemment, durant la séance boursière, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas être intense de 9h30 à 4h. Alors, évidemment, tu as besoin de prendre des pauses. Je parlais tantôt de l'énergie des juges devant des demandes de libération conditionnelle. Ben, c'est la même chose pour un trader. Tu dois préserver ton énergie mentale. Tu passes ta journée devant ton écran. Okay? C'est un mythe que tu es obligé d'être là toute la journée. Tu n'es pas vraiment à ton top pendant toutes ces heures-là. Alors, tu dois prendre des pauses. Alors, moi, je parle dans un de mes billets sur mon site, la technique Pomodoro, c'est que tu travailles 25 minutes consécutives sans arrêt, tu prends une pause de 5 minutes. Tu retravailles un autre bloc de 25 minutes, prends une pause de 5 minutes. Et tu fais ça à 4 reprises et par la suite, tu prends une pause plus prolongée. Alors, tu pourrais être devant ton écran de 9h30 à 9h55, prends une pause de 5 minutes. Souvent, pour le marché américain, il y a des données économiques. Tu laisses le temps au marché de gérer les données économiques. Après ça, tu recommences à travailler, mettons, de 10 à 10h25. Prends une pause de 5 minutes, 10h30 à 11h. Après ça, de 11h à 11h25. Après ça, tu prends une grosse pause d'une heure pour le lunch. Alors ça, c'est important pour te permettre d'être en forme puis d'être alerte pour pouvoir bien exécuter. L'autre point aussi, c'est évite les distractions. Le Facebook, le téléphone qui sonne, le chat sur des forums, ton LinkedIn, essayer d'envoyer des courriels à tes chums pendant que tu transiges. C'est assez difficile de faire de l'argent de manière constante à tous les jours que tu dois d'être alerte et présent. Ces distractions-là, il faut que tu les mettes de côté. Alors, mets ton bureau à part, mets ton ordinateur à part, ferme ton téléphone, regarde Facebook seulement sous l'heure du dîner et concentre-toi à bien l'exécuter. Dans un troisième temps, est-ce que tu as des mécanismes pour gérer tes émotions lorsque tu as des pertes successives? Comme moi, par exemple, quand je transige, quand j'ai 3 pertes successives, j'arrête. Je me lève, je vais prendre un verre d'eau, je vais marcher, je vais prendre de l'air. Écoute, il faut que tu te changes un peu là, le mindset, il faut que tu te vides le cerveau et que tu reviennes là, vraiment là, frais et dispo pour pas que tu sois contaminé par les pertes successives. Alors, évidemment, j'invite les gens à prendre un journal, évidemment, de trading pour marquer un peu les transactions, mais aussi de marquer tes émotions. Okay? Parce qu'une émotion, j'ai déjà parlé dans des entrevues, c'est une information, c'est neutre. Il n'y a rien de mal d'être en colère, il n'y a rien de mal d'avoir de la joie ou d'être triste, mais quand tu transiges et tu es en colère, le problème, c'est pas d'avoir l'émotion en soi, c'est de transiger sur l'émotion de la colère. Alors, l'important, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le self-awareness. C'est de reconnaître dans un premier temps que tu es tendu, que ton battement cardiaque accélère. Tu as une reconnaissance physiologique. Et là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui a causé ça? Bon, ben là, ça fait 4-5 transactions en ligne qui sont perdantes. Je commence à être un peu tanné, je commence à être un peu frustré. Et là, tu sens que cette tension physiologique-là, tu peux mettre un nom là-dessus. Tu es en colère et tu comprends pourquoi tu es en colère. Et là, tu te dis, c'est soit quoi les conséquences que je sois en colère?
Ben, c'est de prendre la première transaction qui vient, d'être impulsif, d'avoir du gros positionnement. Mettons, si j'achète habituellement 1000 actions par transaction, ben, je vais en faire une 3000 actions pour me refaire. Alors, tu sais que ce comportement-là peut être vraiment néfaste et dangereux pour ton portefeuille et pour ta constance à travers le temps. Juste le fait de reconnaître ça, Étienne, ça te permet de dire « Oh, je suis dans un mode danger. Je ne dois pas transiger dans ce contexte-là, je vais prendre une pause. » Alors, quand on parle de self-awareness, c'est ça. C'est qu'une émotion, là, c'est neutre. Il faut qu'on s'en sert comme source d'information. Qu'est-ce que le corps me dit? Puis de travailler avec tes pensées pour dire « OK, je ne veux pas être dans un mode d'action. » Alors, le temps là, que tu as pour réagir, il est très, 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 très mince. Puis c'est pour ça que des fois, les gens cumulent les erreurs dans une journée de trading. Et là, par la suite, on leur parle et ils disent « Écoute, Michel, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. » Tu sais, je regarde ça là, avec la tête reposée, puis je me suis trouvé vraiment agressif là, au niveau de mon positionnement. Puis ces transactions-là, ça fait même pas partie de mon plan de match. Alors, tu as été comme un peu pris en otage par tes émotions. C'est pour ça que je parle de méditation, d'une grande respiration pour te permettre d'être calme. C'est pour écouter ce genre de message-là que le corps t'envoie et ton esprit t'envoie pour mieux gérer là, tes transactions. Et finalement, à la fermeture des marchés, évidemment, ça prend une revue de ce journal d'émotions-là, de ce journal de trading-là, pour faire le point, d'apporter des correctifs. Puis évidemment, j'invite les gens à faire de la formation continue de développement personnel, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur l'achat de livres. Tu te développes toi personnellement pour mieux composer avec le marché boursier qui est quoi? Qui est aléatoire, incertain et ambigu. Alors, le mot de la fin, Étienne, dans le fond, c'est que les gens en finance passent davantage de temps à aller chercher la connaissance, la théorie, le savoir. Je vais aller sur Internet, je vais prendre des cours, je vais faire des webinaires, je vais acheter tous les livres disponibles, je vais aller faire des conférences, puis je vais dire, regarde, avec toute cette information-là, je vais arriver, puis je vais te connaître du succès dans le marché. Et là, tu oublies le deuxième facteur qui est le savoir-faire. C'est le côté analytique de dire, oui, je pense que ce titre-là va monter, mais même si tu as un prix, mettons, de 40 $ pour un titre qui est à 20 $, ben, c'est quand que tu rentres? Tu rentres-tu ici? T'attends-tu un retracement? Tu rentres avec combien de pourcentage là, de ton portefeuille dans ce titre-là? Ou combien d'actions? Puis quand le titre il fluctue, comment tu te comportes? Est-ce que tu prends ta perte trop rapidement? Est-ce que tu prends tes profits trop rapidement? Est-ce que tu prends tes pertes là, après trop de périodes de temps, etc.? Alors, toute cette exécution-là est les clés. Et finalement, le savoir-être, c'est si tu dis, ben moi, je pense que le titre va aller à 40, puis pour l'instant, il n'y a pas de raison valable de me dire de fermer ma position d'avance, c'est d'être capable de composer avec le côté inconfort du marché. Le marché boursier n'est pas linéaire. Il monte, il baisse, il est de côté, ça ne va pas vraiment à la vitesse qu'on veut. Alors souvent, là, quand le marché bouge, c'est quoi qui bouge? C'est tes rêves, c'est tes aspirations, c'est tes désirs de faire de l'argent, de te prouver aux gens. Mais malheureusement, on ne peut pas contrôler ce que le marché va faire. Il faut être dans le moment présent, prendre ce que le marché nous donne, puis vivre avec ça et composer avec ça. Et si j'ai un message là, à lancer aujourd'hui, c'est que travailler sur les trois, savoir, savoir-faire, savoir-être, et c'est ça la clé. Ne mettez pas juste l'accent et l'argent sur le développement du savoir, savoir-faire. Tout le monde est capable de l'offrir. Tout le monde est capable d'aller chercher cet aspect-là. OK? Travailler sur la portion savoir-être, et c'est ça qui fait la différence. Et parler à n'importe quel trader là, de market wizard, là, tout le monde ou la majorité va faire la méditation. Tout le monde s'attarde à travailler sur cet aspect-là. Et c'est ça que j'ai réalisé, moi, quand j'ai perdu mon emploi à la Banque Laurentienne, c'est qu'il me manquait cette portion-là. Et moi, je veux vous rendre service aujourd'hui avec Étienne et dans le futur pour vous aider là-dedans, à vous éduquer, à tenir compte de cet aspect-là. Alors, si vous avez besoin d'informations, j'ai un site web, mon courriel est là, mon numéro de téléphone est là, il y a des articles qui sont écrits sur mon blog. Vous pouvez aussi contacter Étienne. Étienne, tu peux parler un peu là, de ton produit avec les podcasts, avec les webinaires que tu veux faire. C'est qu'on est là pour vous aider.
Puis n'ayez pas peur d'investir dans du coaching. Peu importe le sport, tout le monde est bien entouré. J'avais déjà lu que Phil Mickelson, il y avait 6 entraîneurs, OK, pour la nutrition, pour son swing, pour son putting, etc. Alors, ces gens-là demandent de l'aide, se font entraîner de tout partout. Et ça vaut la peine d'investir dans ce développement-là. Alors, ça fait le tour, Étienne. Définitivement, je trouve des bons conseils. Par contre, j'ai l'impression que les traders qui travaillent dans des compagnies, donc qui sont pas par eux-mêmes, vont avoir peut-être plus de difficultés à investir dans eux-mêmes ou à faire la méditation, ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce que ça serait la motivation pour eux d'aller chercher des ressources en dehors? Ben, écoute, il faut que ça vienne de toi. Puis ça, c'est un excellent point parce que, en partant, quand tu regardes dans le domaine financier, quand tu parles des traders en général, moi je parle pour Montréal, tu n'as pas vraiment d'unité de formation continue à prendre par année. Comme par exemple un avocat ou un ingénieur ou même un courtier en valeur mobilière, c'est que des fois, tu as des unités de formation continue à faire et souvent, on va parler de cette gestion émotionnelle-là, comportementale. Mais malheureusement, pour un trader institutionnel à Montréal qui travaille pour une caisse de retraite ou pour un compte institutionnel comme une banque, il n'est pas forcé à faire ça. Et la raison pourquoi, c'est que souvent, il doit exécuter les transactions de son gestionnaire de portefeuille ou celui du client. Alors, le rôle, c'est davantage un rôle conseil, un rôle de relation avec sa clientèle ou avec son gestionnaire. Alors, souvent, ce challenge-là de dire comment que je compose avec l'émotion, des fois, on le retrouve un peu moins parce que c'est pas l'argent, ton argent à toi. Tu vas le gérer par l'entremise d'un intermédiaire qui est soit la caisse de retraite ou, dans le fond, le client qui exécute ta transaction si, par exemple, tu es à la Banque Scotia ou à la Banque Laurentienne. Alors, cette espèce de relation-là, trading et argent, où ce que l'émotion embarque, il est un peu moins prononcé que si tu es dans ton salon et tu essaies de vivre de ça. Parce qu'évidemment, dans ce domaine-là, tu as un salaire de base. Puis c'est pas toi qui décides exactement quel titre que tu vas acheter. Alors, c'est des gens qui ont une pression incroyable au niveau de l'exécution de grosses quantités d'actions, mais en bout de ligne, là, la prise de décision de quel type d'action qu'on va acheter, c'est pas le trader qui décide en soi. Non, alors c'est justement pour ça qu'on est là, puis qu'on offre beaucoup de services gratuitement. Mais j'ai encore l'impression que, comme tu l'as mentionné au début, le trader doit avoir comme un certain prestige, n'est-ce pas? Comme on voit dans les films, le trader doit avoir une certaine position et puis savoir un peu ce qu'il fait lui-même, sans nécessairement aller chercher l'aide en dehors. Alors, comment est-ce que dans le fond, quelles seraient les étapes selon toi pour un nouveau trader qui veut aller chercher de l'aide? Qu'est-ce qu'il devrait regarder en premier, dans le fond? Tu sais, le bon point, c'est que ça fait un peu le message, c'est que si tu considères que le marché il est aléatoire, incertain et ambigu, les gens parlent souvent que c'est important d'avoir de la conviction. OK? Depuis que tu es tout petit, tu veux avoir ton opinion, tu veux donner ton point de vue sur quelque chose, puis c'est important d'avoir de la conviction et la société de nos jours donne beaucoup d'accent par rapport à ça ou valorise ça. Alors, moi, je sais où est-ce que je m'en vais, je prends des actions, etc. Alors, cette espèce de drive-là, comme je dis, c'est pas vraiment important en finance parce que, oui, c'est important d'avoir un biais puis une vue, mais plus que tu as une conviction, moins que tu es flexible. OK? C'est-à-dire que quand le marché te dit que ça ne va pas de ton bord, tu vas avoir davantage de difficultés là, à fermer ta position et à penser le contraire. Alors, je te dirais, dans le fond, Étienne, c'est qu'il faut juste que les gens travaillent à dire la finance, là, c'est pas un jeu de prédiction. C'est pas un jeu de faire des calls. OK? Puis, t'es pas là pour frapper le coup de circuit. C'est vraiment plate, le trading. C'est vraiment de la constance, c'est de la discipline, c'est une approche là, quotidienne d'effort. Alors, ça, là, si on faisait un film de présenter un trader là, qui travaille de chez eux dans son sol, là, ben, il n'y aurait personne qui irait voir ce film-là parce qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans. Et ça, c'est à travers les médias, c'est à travers les films qu'on dit, regarde, le gars, on le présente à la télévision, il a collé le crash de 1987 puis il est devenu millionnaire suite à ça, ou la crise financière de 2008.
puis tout le monde a le goût de ça. Ben, moi aussi, je vais être millionnaire, puis moi aussi, je vais faire des gros calls à la télévision, mais c'est pas ça le trading. C'est aucunement ça. Parce que pour les 2-3 personnes que tu vois à la télévision en train de faire des calls, ben j'aimerais bien ça, moi, voir leur performance à travers le temps. Et souvent, ces gens-là, ils en font un, justement, bon call, puis après ça, on ne les voit plus. Alors, travailler sur la constance, de penser d'une manière de performance, c'est complètement différent. Alors, mon conseil, c'est commencer par réaliser que le marché est aléatoire, incertain et ambigu, que tu ne peux pas le contrôler et tu vas voir, tu vas changer complètement ta façon de travailler. Mais c'est pour ça que je mentionne souvent aussi que pour faire du trading, il faut d'abord avoir une passion ou un intérêt pour le trading. Parce que c'est pas comme ça qu'on va devenir nécessairement millionnaire. C'est pas comme ça que on va justement vivre la vie de ceux qui jouent dans le Wall Street ou ces choses-là. Alors je pense que c'est vraiment un intérêt au fond. Mais tu n'as pas le choix parce que ce qui arrive, c'est que pour devenir un trader constant, ça prend du temps. Et il n'y a pas de règle de dire tu dois être profitable après, mettons, 2 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Il y a des gens que ça leur prenne même 10 années. Puis il y a des gens qui l'ont le jour 1. Et le problème, c'est que si ta motivation première, ton pourquoi, c'est de faire de l'argent, OK? Puis tu pars avec la mentalité que l'important, c'est de faire des prévisions puis des prédictions parce que tu veux contrôler le marché, parce que tu as plein d'études puis tu as plein de connaissances. Bien, quand tu réalises que ça ne fonctionne pas, là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu abandonnes. OK? Tu es là pour les mauvaises raisons. Quand ton pourquoi il est fort, quand tu es passionné, puis l'important, c'est de te développer comme individu avant tout, là, ça te permet d'être résilient, ça te permet d'avoir un casque de hockey sur la tête puis de manger des volets et d'aller dans les coins. Et c'est ça que tu fais que tu vas réussir. Et Mike Bellafiore d'SMB Capital m'avait déjà dit, écoute, Michel, oui, c'est vrai qu'il y a 90% des traders qui ne réussissent pas à faire carrière là-dedans, mais la moitié de ces gens-là abandonnent après 6 mois. Alors, juste le fait d'être présent, de continuer, puis d'apprendre tes échecs, OK? Puis d'apprendre que c'est des leçons, OK? Je devrais même remplacer le mot échec. Ça devrait être des apprentissages tirés d'expérience. Je pense qu'on changerait complètement un peu là, notre vision des choses. Regarde, ça ne fonctionne pas, c'est normal, ça fait partie du processus. Puis continue à travailler sur toi-même, puis tu vas sortir grandi, peu importe le résultat. Mm-hmm. Sur ça, je suis vraiment content de la série d'entrevues. Et puis, je veux simplement terminer en rappelant aux traders qui nous écoutent ou aux aspirants traders qui nous écoutent qui peuvent aller voir le podcast Desire to Trade. C'est disponible sur iTunes, sur Stitcher. C'est disponible en ligne aussi sur desirettotrade.com. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Michel, c'est michelvilla.com. Il y a plein d'articles super intéressants sur son site. Plein de ressources qui vont sûrement vous aider. Puis Michel est disponible aussi pour répondre à vos questions par courriel ou par téléphone, j'en suis certain. Alors Michel, selon toi, le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est 3 mots dans le fond, ou 3 expressions, c'est savoir, savoir-faire et savoir-être. Ah, c'est parfait. Tout. Parfait. Hey, merci beaucoup, Étienne, pour l'initiative. Ça a été une très, très belle première expérience pour moi. Parfait. Alors, merci d'avoir écouté la série d'entrevues avec Michel Villa. Puis on va se revoir, j'imagine, à un moment donné. Bientôt.